Donc, d'abord, la malnutrition, évidemment, c'est un problème de santé publique mondiale. 42 millions de personnes, d'enfants de moins de 5 ans qui sont en surpoids ou obésité, 156 millions qui ont un petit poids pour l'âge, et 50 millions qui ont un petit... donc 156 millions de petite taille pour l'âge, et puis 50 millions de petit poids pour l'âge, dont 20 millions d'enfants en malnutrition aiguë sévère. Donc évidemment, c'est un fardeau pour la santé publique mondiale, et une alimentation inadaptée peut conduire à un petit poids, petite taille, mais aussi au surpoids et à l'obésité. Et on parle de double fardeau parce qu'en fait, dans les mêmes endroits, les mêmes pays, les mêmes villages, voire la même famille, on peut avoir un enfant en malnutrition, en sous-poids, et une autre personne qui va être en surpoids. Donc ce qui suggère que l'obésité et le sous-poids partagent des mécanismes communs, même si évidemment il y a des différences. Parmi la malnutrition aiguë sévère, il y a une maladie particulière qui s'appelle le kwashiorkor, qui est une maladie mal expliquée par l'alimentation seule, où on voit des œdèmes très importants, au niveau notamment du ventre, au niveau des chevilles, des problèmes cutanés, il y a d'autres manifestations neurologiques, etc. En tout cas, c'est une maladie aiguë, et pour travailler avec les souris, pour avoir un phénotype juste avec un régime, il faut très longtemps, alors que le kwashiorkor, ça évolue très très vite. Donc ce n'est pas concordant avec une maladie purement alimentaire. La répartition est particulière au niveau de l'équateur, Haïti. La mortalité est très élevée, surtout si c'est associé à un petit périmètre brachial, on appelle ça le marasmique kwashiorkor. L'âge est particulier aussi parce que c'est avant 2 ans et demi et c'est notamment associé au sévrage. On sait que le sévrage est associé à une fragilité et un stress oxydatif particulier, on va y revenir. Irréversible au stade tardif, même avec le traitement. Et une caractéristique, c'est la surcharge en lipides dans le foie, on appelle ça la stéatose hépatique. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'obésité. Donc encore une fois, il y a des mécanismes similaires. Rôle du microbiote. Donc évidemment, c'est une maladie qui est liée à l'alimentation, mais ce soir, l'idée c'est de voir est-ce que les microbes jouent un rôle. Ici, quelles sont les bactéries qu'on trouve dans les hémocultures des enfants avec une malnutrition aiguë sévère? Tout d'abord, sur 300 enfants avec une bactérie dans le sang, il n'y en a que la moitié qui font des syndromes de réponse inflammatoire. Ça veut dire qu'il y a des bactéries qui passent dans le sang de ces enfants sans aucune réponse inflammatoire et systémique. Et qu'est-ce qu'on retrouve? 2 bactéries, 2 classes bactériennes, excusez-moi essentiellement, les gamma-protéobactéries, avec Salmonella enterica en numéro 1, et les bacilli avec Staphylococcus aureus en numéro 1. C'est pas tellement un hasard, hein, c'est des pathogènes très connus. On va retrouver aussi le conostoc, qui n'est pas un pathogène habituel. Chez l'immunocompétent, le conostoc ne donne pas forcément de maladie. Donc ici, ça peut être retrouvé particulièrement dans les hémocultures. Donc en tout cas, c'est une maladie associée à une invasion polymicrobienne sanguine avec ou sans réponse inflammatoire. On sait, et c'est démontré, qu'il y a un déficit de l'immunité muqueuse et systémique. Il y a une très bonne revue qui vient d'être publiée, directement déjà par l'effet nutritionnel et notamment la vitamine A et l'acide rétinoïque. Encore une fois, quel est le rôle du microbiote et est-ce qu'on peut parler de maladie dysbiotique? Ici, sur une étude qu'on a faite, donc c'est représenté de façon graphique, 67 métagénomes, donc 39 enfants avec une malnutrition aiguë sévère et 29 contrôles. Chaque boule est un microbe et c'est une analyse non supervisée, c'est-à-dire que les microbes vont se répartir. Ils vont être à côté s'ils sont corrélés positivement, ils vont être le plus éloignés possible s'ils sont éloignés, s'ils sont statistiquement anticorrélés. Donc, on voit déjà qu'il y a 2 groupes. Si on regarde par rapport à la malnutrition, on voit qu'il y a un groupe où il y a beaucoup de microbes qui sont associés à la malnutrition et l'autre groupe avec beaucoup plus de microbes plutôt associés au contrôle. On voit qu'il y a ici un leader, un hub, c'est-à-dire une bactérie particulièrement associée avec énormément d'autres bactéries dans le microbiote en bonne santé. Qu'est-ce qu'on trouve à gauche? On va retrouver les mêmes microbes que tout à l'heure, Salmonella enterica, Shigella, Yersinia, Escherichia coli, donc des gamma-proteobacteria, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus suis, Granulocaterella, donc des bacilles. Donc c'est pas vraiment un hasard. Donc ça va en faveur d'une maladie dysbiotique, une altération de la flore, plus une pénétration des microbes dans la circulation. De l'autre côté, beaucoup plus de microbes, et le leader, Faecalibacterium proteintipe. C'est l'antichrone. Donc je sais qu'il y a des gastro-entérologues dans la salle, on va parler de ça tout à l'heure. Et en tout cas, cette bactérie elle a l'air particulièrement associée avec la santé. Beaucoup plus de microbes, 4 familles particulièrement représentées, c'est Eubacteriaceae, Ruminococcacea, Lactospiraceae, Bacteroidetes, peu importe les noms, ce sont des bactéries anaérobies strictes, et notamment qui produisent du butyrate, et beaucoup de bactéries dont on n'a pas d'échantillons cultivés, avec des espèces donc, qui vont être identifiées par notre stratégie de culturomics, mais du coup beaucoup plus que de l'autre côté, donc des bactéries non connues. Pour revenir sur Faecalibacterium proteintipe, c'est le symbiont par excellence, associé à la muqueuse iléale, à moins de récurrence de maladie de Crohn quand il est trouvé dans la muqueuse des patients avec un Crohn. Il diminue l'interleukine 12 et l'interféron gamma,
En immunos, ce sont des interleukines très importantes parce qu'elles sont pro-immunitaires, donc il y a un contrôle de l'immunité muqueuse. Il augmente l'interleukine 10, donc il améliore l'immunotolérance à la flore digestive et ça évite d'avoir une autoréactivité à la flore. Il réduit la colite expérimentale, corrige la dysbiose, diminue l'inflammation en bloquant le NF-kappa B, l'interleukine 8, il consomme l'acétate, il produit le butyrate, et ça depuis la description de l'espèce, c'est quelque chose de très particulier. 1922, au tout départ, c'est Prosnitz qui l'avait isolé, non pas du microbiome, mais d'un ampième pleural, comme quoi c'est pas forcément d'où on isole les bactéries qu'elles ont leur signification physiologique la plus importante. Qu'est-ce qui peut expliquer la différence entre le groupe de gauche et le groupe de droite? On a pris les microbes qui sont trouvés que chez les enfants en bonne santé et jamais trouvés chez les enfants malades. Sur les 30 premiers, sur ceux qu'on a le métabolisme aéro ou anaérobie, 95% sont anaérobies strictes. Et dont Methanobrevibacter smithii, c'est la principale archée qui assure la méthanogénèse. La méthanogénèse, c'est l'étape finale de la digestion anaérobie qui va consommer l'hydrogène, produire le méthane et accélérer la fermentation des aliments, la production de butyrate. L'hypothèse, ces microbes vont être complètement manquants. Donc soit ils ont disparu, soit ils n'ont jamais été là chez les enfants avec une malnutrition aiguë sévère. Et évidemment, si c'est vrai, le régime ne pourra jamais réverser le phénotype. De façon plus graphique, donc on a représenté ici la diversité spécifique de chaque groupe. Ici, on voit bien que ce qui est particulièrement spécifique des contrôles, c'est les anaérobies strictes, avec les archées ici. Et on voit tout de suite que chez les Kwashiorkor, il y a beaucoup de protéobactéria. Comme on l'a dit tout à l'heure, protéobactéria, c'est notamment Escherichia coli, Salmonella, Yersinia. Donc la diversité anaérobie est altérée de façon prépondérante dans la malnutrition aiguë sévère. Donc c'est la tolérance microbienne à l'oxygène qui explique la dysbiose qu'on voit dans la malnutrition aiguë sévère. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Qu'est-ce qui pourrait faire que les microbes intolérants à l'oxygène sont plus altérés que les autres? On peut se poser au niveau physico-chimique, est-ce que l'environnement est oxydé? Est-ce que le stress oxydatif a un impact sur le microbiote digestif? Et donc, dans l'étude qu'on a publiée, on a trouvé que d'abord, il y avait un appauvrissement global du microbiote, tout confondu, aéro ou anaérobie, avec beaucoup moins de bactéries en cytométrie de flux, donc non biaisées par les PCR, etc. Pas d'archée, et le potentiel redox, c'est le marqueur de l'oxydation de l'environnement, qui est significativement augmenté dans la malnutrition aiguë sévère. Donc on propose que c'est associé à une oxydation de l'environnement, donc c'est plus ou moins synonyme que le stress oxydatif, l'oxydation. Dans la littérature, est-ce qu'il y a des choses qui corroborent ce qu'on a trouvé? Ici, c'est chez le cochon, au moment du sévrage. Donc encore une fois, je vous ai dit, le sévrage est associé à un stress oxydatif, c'est très connu. Et chez les cochons, le sévrage, ça peut entraîner des diarrhées, des dysenteries. Et en tout cas, Escherichia coli était négativement corrélé aux capacités antioxydantes dans le tube digestif, jéjunum ou côlon, et positivement corrélé aux marqueurs du stress oxydatif. Et Bifidobacterium, par exemple, qui est une bactérie probiotique anaérobie, était positivement corrélée aux capacités antioxydantes dans le tube digestif et négativement corrélée aux marqueurs du stress oxydatif. Donc ça va dans le sens de ce qu'on a trouvé. Donc chez l'animal, les marqueurs du stress oxydatif sont associés à un appauvrissement global du microbiote, puisqu'il y a toutes bactéries là, des lactobacillus et des bifidobacterium, et un enrichissement en Escherichia coli au niveau du gigium, iléon et côlon. Donc le contrôle du stress oxydatif semble indispensable pour développer et conserver un bon microbiote. Et qu'est-ce qui peut impacter ce redox et ce stress oxydatif? En pratique, les antioxydants, les enzymes antioxydantes au niveau biologique, c'est ce qui va réguler le stress oxydatif et le redox. Donc pour revenir 2 secondes sur la chimie, un radical libre, c'est une espèce réactive le plus fréquemment oxygénée qui va avoir un électron isolé sur la dernière couche de valence. Ça veut dire qu'elle va attaquer toutes les molécules qu'elle rencontre sans aucune spécificité. ADN, protéines, lipides, avec une liaison covalente irréversible. Et donc, en absence d'antioxydants et d'enzymes de détoxification dans le milieu, que j'ai représenté en vert en bleu ici, il va y avoir notamment mutagénèse, carcinogénèse, tératogénèse, altération des enzymes, et pour les lipides, peroxydation des lipides, donc les cellules vont devenir moins fluides, moins souples. Et ça, c'est prouvé par l'augmentation du malondialdéhyde dans la malnutrition aiguë sévère, qui est très augmentée. Donc le stress oxydatif a un impact majeur dans la malnutrition aiguë sévère. Pour les microbes, le stress oxydatif va détruire immédiatement toutes les bactéries anaérobies strictes qui n'ont pas d'antioxydants ou d'enzymes antioxydantes dans le milieu. Et à l'opposé, Saber Kelaïka a développé un modèle in vitro où, en ajoutant 3 antioxydants, vous voyez ici les microbes qui sont cultivés en milieu liquide. Des anaérobies habituellement se cultivent à distance de l'oxygène, et juste en rajoutant 3 antioxydants, ils vont cultiver quasiment jusqu'à l'oxygène. Et
avec un couple Bacteroides tetaiota omicron méthanobrevibacter smithii. C'est une image de la symbiose dans le tube digestif. Le premier va produire l'hydrogène, et l'archéméthanogène va consommer l'hydrogène, produire le méthane et consommer l'amidon. Donc c'est un modèle de digestion en tube grâce aux antioxydants, et c'est vraiment, on voit ce qui pourrait se passer dans le tube digestif. Un concept indispensable, c'est le réseau d'antioxydants. Un seul antioxydant n'est pas suffisant. Ça a été développé très bien dans les années 70-80 par un expert mondial des antioxydants, Lester Packer, qui a montré qu'un antioxydant doit détoxifier l'autre et que aussi on met un seul antioxydant. La vitamine C, une fois qu'elle est oxydée, c'est terminé, elle peut devenir délétère. Et ça a été prouvé encore une fois par Saberk et Laifia. Un seul antioxydant, il n'y a pas de production de métal. Il faut les 3 antioxydants pour arriver à faire la digestion de l'amidon et produire le métal. Donc nous on propose ce modèle. Donc bien entendu, il faut des calories et des protéines, mais il faut contrôler les aérotolérants pathogènes par les antibiotiques, et des microbes manquants pourraient améliorer ça en améliorant le contrôle donc, des protéobactéria, des fusobactéria, des streptocoques, et en restaurant Bacteroides tetaiota omicron méthanobrevibacter smithii. Donc ça, c'est la symbiose bactérie-archéobactérie pour la méthanogénèse. Et puis on a parlé du symbionte Faecalibacterium proteinsi, il y en a un autre, Akkermansia muscifila. Et donc on a montré in vitro que l'amidon était consommé uniquement avec les antioxydants. Ça rejoint ce qui a été constaté dès les années 30 chez les enfants avec un kwashiorkor, qu'on retrouve les aliments dans leurs selles, non digérés. Donc il y a une maldigestion, probablement à cause de ça, chez les enfants avec une malnutrition aiguë sévère. On a proposé un autre modèle plus récemment sur toute étude de ce qu'on a trouvé dans la littérature par rapport à l'immunité muqueuse, qu'en réalité le stress oxydatif pourrait arriver à rompre le microbiote anaérobie sain, notamment les producteurs de butyrate. Et le butyrate, c'est un élément clé pour la santé, parce que le butyrate, il va réveiller les plaques de Peyer pour surveiller le microbiote et pouvoir réagir en cas de pathogène. Et à l'opposé, le butyrate, il a un effet contraire sur la lamina propria. La lamina propria, c'est tout le reste du tube digestif, pour justement ne pas réagir, tolérer le microbiote sain. Et ici, s'il manque de butyrate, l'immunité muqueuse va croire qu'elle est attaquée, elle va produire des dérivés oxygénés, puisque les neutrophiles, notamment dans la rectocolite hémorragique ou le Crohn, et les monocytes macrophages qui sont constatés dans le Crohn, ne sont pas tolérogènes par rapport à d'habitude. Ils vont produire des dérivés oxygénés et ils vont contribuer à détruire la flore anaérobie saine. Donc c'est un cercle vicieux. Alors qu'en plus les pathogènes ne vont pas être détruits, parce que les pathogènes, eux, la plupart des pathogènes connus, ont de très bons mécanismes de résistance aux radicaux libres. À l'opposé, ce qu'on propose, c'est qu'avec une alimentation, avec un allaitement correct et une bonne alimentation, des antioxydants, le stress oxydatif va être contrôlé, le potentiel redox va être diminué, on va garder les producteurs de butyrate, les microbes associés à la muqueuse vont être conservés, notamment les SFB qui ont été démontrés chez la souris, qui sont beaucoup moins connus chez l'homme, mais très probablement présents chez l'homme, et des lactobacillus bifidobacterium sensibles au stress oxydatif qui ont été associés à une meilleure immunité muqueuse, une meilleure tolérance de la flore, donc la maintenance de la flore anaérobie saine, et par contre une meilleure surveillance au niveau des plaques de Peyer, ce qui va permettre d'éradiquer les pathogènes ou de les contrôler si jamais ils arrivaient à ce niveau-là. Pour finir, comment rétablir un microbiote sain chez un enfant avec une malnutrition aiguë sévère? Donc il y a eu un essai randomisé en double aveugle en 2009 qui n'a pas eu de résultat significatif positif. Quelles étaient les bactéries? 4 bactéries. Pediococcus pentosacceus. Le conostoc, on a vu au tout début que le conostoc était associé aux bactériémies. Lactobacillus paracasi, plantarum. Donc ils n'ont pas réussi à améliorer le pronostic avec ces bactéries-là. Mais des données très récentes, notamment dans Science en 2016, montrent que quand on met des souris transplantées avec la flore d'enfants en bonne santé ou mal nourris, donc la souris avec une flore d'un enfant mal nourri, elle va développer un phénotype de malnutrition. Et ici, simplement en mettant une souris transplantée avec une flore mal nourrie dans la même cage qu'une souris avec une flore normale, comme les souris sont coprophages, ça fait comme un équivalent de greffe de microbiote, puisqu'elles mangent en permanence les selles. Et du coup, ça réverse le phénotype. Les souris qui étaient mal nourries, dans la même cage, toutes les souris de la même cage vont devenir, avec un phénotype normal, elles vont résister à la malnutrition, y compris avec un régime de malnutrition. Et
simplement en isolant les bonnes bactéries. Et quelles sont ces bactéries qui vont permettre de protéger contre ce phénotype de malnutrition? Faecalibacterium proteides, donc encore une fois, des anaérobies, Luminococcus binavus, Clostridium dexile, Clostridium symposium et Dorea formicigenerans. Donc encore une fois, ce sont des anaérobies. Donc ce serait plus ce type de probiotiques. Avec Marianne Tidjani-Alou, on a fait une étude similaire. On a comparé par culturomix le microbiote des enfants mal nourris et des enfants sains. Et on propose 12 bactéries à donner en probiotiques. La prudence, évidemment, avant des essais chez l'homme, elle est de mise, puisque c'est des enfants qui sont extrêmement vulnérables, extrêmement fragiles. Mais du coup, c'est toujours en cours, et on espère progresser. En résumé, quand l'alimentation est mauvaise, la médecine ne peut pas vous aider, mais si l'alimentation est bonne, la médecine est inutile. C'est un proverbe pour finir cette présentation, et je vous remercie.